Bonsoir à tous, merci de votre invitation et de votre indulgence, je vais faire de mon mieux. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter une idée générale de qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'intelligence artificielle en radiologie et en chirurgie, et de vous montrer quelques exemples du type de travaux, de projets qu'on peut faire dans ce domaine. Alors, on commence toujours avec les patients, parce que c'est ça ce qui est le plus important. Quand on se sent pas bien, eh bien, on va voir le docteur, évidemment. Et maintenant, de nos jours, on se demande, est-ce qu'il y a de la place aussi pour un ordinateur? Et en fait, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a les deux. C'est le docteur qui consulte l'ordinateur, ou parfois le patient cherche aussi par ordinateur sur le web qu'est-ce qui se passe. Et après, il y a un traitement. Évidemment, le traitement peut être simple ou peut être quelque chose de beaucoup plus compliqué comme une chirurgie. Et ce qui nous intéresse dans notre exposé aujourd'hui, c'est de voir qui décide, puisqu'il y a déjà un médecin là-dedans et il y a un ordinateur. Quelle est la répartition du travail? Qui va prendre les décisions? Comment vont être les décisions prises? Et en base à quoi? Et ça ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, on parle de la chirurgie, de la médecine, et surtout, dans le cas de la chirurgie, la seule façon de voir qu'est-ce qui se passait dans le corps, c'était évidemment d'ouvrir. Et c'est un exemple ici par une très belle peinture de Rembrandt, le cours d'anatomie. C'était la seule façon de voir qu'est-ce qui se passe dedans. Évidemment, pour voir qu'est-ce qui se passe dedans, il faut quand même faire assez de dégâts. Et donc l'idée est de, il y a plus d'un siècle, la première image médicale, c'est la main de Madame Röntgen. Röntgen, c'est le physicien qui a inventé l'utilisation des rayons X sur des plaques de pellicule. Et on voit aussi pour la première fois qu'est-ce qu'il y a dans le corps sans avoir besoin d'ouvrir. Et évidemment, dès lors, on a beaucoup de modalités d'image, par exemple les rayons X, la tomodensitométrie, ou le scanner, la résonance magnétique, l'angiographie, l'ultrason, la laparoscopie. Ce sont des noms qui nous permettent de voir qu'il y a quand même une importance grande à tout ce qui a à voir avec l'image. Et donc, aujourd'hui, on va parler de ça, puisque la radiologie, c'est la discipline médicale qui s'occupe de ces images. Mais pas seulement. Alors, très brièvement, quel est le cycle du traitement et quel est le rôle des images dans ce cycle? Eh bien, il y a 4 phases. La première phase, c'est le diagnostic, c'est-à-dire il y a évidemment les symptômes, il y a l'histoire médicale, il y a les images, mais il y a aussi autre chose, par exemple les tests de laboratoire, des biopsies parfois, et en base à ça, on peut faire un diagnostic, par exemple l'identification des tumeurs ou une colonoscopie virtuelle, c'est-à-dire une façon de pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Une fois que le médecin a fait un diagnostic, il faut faire une planification, c'est-à-dire voir comment est-ce qu'on va traiter la maladie. Ça peut être quelque chose de très simple, comme prendre des cachets, ou des choses plus complexes, par exemple la chimiothérapie, la radiothérapie, qui ne voit pas une intervention, mais aussi peut-être une chirurgie qu'il faut évidemment planifier. Il faut voir comment est-ce qu'on va faire cette chirurgie, quelle va être la combinaison. Donc c'est un procès assez compliqué. Et une fois que la planification a été faite, il faut faire l'exécution. Si c'est la planification par radiothérapie, par exemple, il faut faire le plan de la radiothérapie pour faire un maximum de concentration de la radiation sur la tumeur ou sur la pathologie et sans faire d'autres dégâts. Et ça, il faut faire une planification ou il faut faire la chirurgie. Et là aussi, il faut l'exécuter. Ça peut être quelque chose de simple ou la radiation ou la chirurgie. La chirurgie, c'est évidemment un métier complexe qui requiert beaucoup d'habilité manuelle. Une fois qu'on a fait la chirurgie ou le traitement,
il faut faire une évaluation pour savoir si c'est bien passé. Ce n'est pas, dans beaucoup de cas, ce n'est pas suffisant de voir si le patient se sent mieux ou non, mais il faut faire des critères objectifs pour savoir si cette exécution, ce traitement a eu de bons résultats. Et donc, il faut un suivi. Par exemple, si on fait de la radiochirurgie, on fait l'irradiation des tumeurs, on est intéressé de savoir 3 mois après, est-ce que le traitement a de bons résultats. Ce n'est pas suffisant de savoir les signes cliniques, mais il faut savoir si c'est efficace pour savoir si on veut continuer ce traitement ou faire quelque chose de plus agressif. Et en général, on fait d'autres images, on prend d'autres images, et on fait une comparaison entre les images pour savoir si c'est une progression ou non. Malheureusement, parfois, il faut recommencer parce que, par exemple, si on prend l'exemple des tumeurs, si la tumeur continue à croître, il y a des métastases, il faut donc faire peut-être un traitement plus agressif. On n'a pas besoin de faire le diagnostic puisqu'on sait déjà qu'est-ce qu'il y a, mais il faut replanifier et peut-être réexécuter. Alors, évidemment, c'est un processus complexe. Il y a toutes ces données qui sont au milieu. Ce que je veux me concentrer, c'est surtout sur les images. Parce qu'il y a des interventions dans ce cycle où les images jouent un rôle très important. Et pas seulement les images, parce que les images, il faut savoir les interpréter, mais aussi la construction de modèles. Ça peut être, par exemple, ici, un exemple d'un modèle à 3 dimensions, où on voit le foie, pardon. Le foie avec les vaisseaux sanguins et en vert, vous voyez les tumeurs. Et là, la décision clinique est de savoir si les tumeurs sont trop près des vaisseaux sanguins, elles sont inopérables, c'est-à-dire on ne peut pas couper, on peut couper des morceaux de foie et ça va, mais ça dépend beaucoup de la position. Donc, un modèle à 3 dimensions qui n'est pas seulement une belle image, mais surtout une idée de savoir la distance, la quantité de lésions, etc. Et ça, c'est les modèles. Et donc, il y a des modèles géométriques, mais aussi des modèles de prise de décision. Est-ce que la tumeur avance, est-ce que la maladie avance? Donc, c'est un terme général de qu'est-ce que c'est que ces modèles. Et alors, on peut voir... Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est vous donner des exemples sur ces 4 phases, le diagnostic, la planification, l'exécution et l'évaluation. Je vais vous donner des exemples très brièvement de projets qu'on a développés dans mon labo pour voir adresser une question qui est d'importance clinique pour vous montrer qu'est-ce que c'est que ces modèles et comment est-ce qu'on les élabore et quelle est leur utilité. Alors, je vais prendre des exemples de plusieurs domaines. Mon collègue va vous donner beaucoup d'exemples de la neurologie, neurochirurgie. Donc moi je passe d'abord à l'orthopédie. Ici c'est l'identification de la détérioration de l'articulation sacro-iliaque. Environ 5% des patients qui ont des douleurs lombaires persistantes, ces douleurs sont dues pas à des problèmes ou des défauts sur l'épine dorsale, sur les vertèbres, mais viennent de l'articulation sacro-iliaque qui est ici. Vous voyez ici, c'est cette articulation-là. Et ça affecte souvent les patients relativement jeunes, de moins de 40 ans. Mais en fait, la difficulté, c'est qu'en moyenne, c'est une maladie dégénérative qui avance lentement, mais ça prend en moyenne 7 ans pour diagnostiquer. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on fait un scanner, en général, les médecins, les radiologues cherchent sur l'épine dorsale et ils ne regardent pas ce qui se passe là-dedans, dans l'épine dorsale. Alors, ce qui est important, c'est que si on détecte ça à temps, il y a un traitement efficace avant que ceci se détériore. Donc, je vous montre un exemple. Ce sont un scanner qu'on prend avant pour voir s'il y a un problème sur les vertèbres. Vous voyez ici une reconstruction 3D de ce qu'on voit. Et en général, les cliniciens voient surtout cette partie-là, mais ne regardent pas ça là.
Si on voit les coupes, ça c'est une coupe, ce qui s'appelle une coupe axiale, et on voit ici une détérioration, ça c'est déjà un cas d'une détérioration assez importante, et donc il faut savoir identifier. Mais il faut aller chercher ça. Alors, ce qu'on a fait, notre hypothèse, c'est que c'était possible de faire un programme d'ordinateur qui va et cherche d'office, toujours va chercher et voir s'il y a un commencement de détérioration de l'articulation sacro-iliaque. Alors, pour vous donner un peu, savoir un peu les nombres de comment est-ce qu'on construit ça, donc on prend des cas de 242 patients, on a deux côtés, donc ça fait le double d'articulation, et comme chaque scanner est constitué d'environ 100 coupes, on a environ 35 000 images qui ont été classifiées manuellement par un radiologue expert qui dit est-ce que ceci a ou non et plusieurs degrés. Et là, on peut arriver à une précision d'environ 92%, c'est-à-dire de presque dans 9 de 10 cas, la prédiction de l'ordinateur est correcte. Si on essaye de faire ça de plus de classes, la précision descend. Mais quel est l'avantage? Il faut plus un médecin expert qui sait diagnostiquer ça. Tout ce que le programme dit, il faut faire attention. C'est-à-dire, il faut ramener le spécialiste parce qu'il y a un soupçon de détérioration. Et donc, ce qui est important, c'est de savoir, si on demande parfois à deux médecins de faire un diagnostic, il peut avoir dans chaque 4 cas une différence d'opinion. Alors, l'avantage, c'est que le programme ne fait pas le diagnostic. Tout ce que le programme dit, il faut faire attention, il faut que quelqu'un voit ça. C'est un exemple d'un prototype qu'on a développé. Un autre exemple pour le diagnostic, c'est pour les femmes enceintes qui sont en risque. On prend des images de IRM. En général, on prend de l'ultrason. L'ultrason n'est pas suffisamment spécifique pour voir les structures des cerveaux, par exemple, ou le volume. Alors, on prend cette image et on isole dans cette image quel est le corps du fœtus et le cerveau. Et en base à cette délinéation à 3 dimensions, on peut alors faire un rapport quantitatif qui dit voici les données de ce fœtus, et alors le clinicien peut voir et déterminer s'il y a des risques, par exemple un développement qui n'est pas suffisant, etc., et prendre une intervention. Et donc dans ce cas, c'est différent dans le cas précédent. Ici, ce qui est d'intérêt, c'est de calculer des paramètres quantitatifs pour présenter au clinicien pour qu'il puisse prendre la décision correcte. Donc ça, c'est le diagnostic. D'autres exemples, c'est la planification. Par exemple, ici, on voit une fracture. C'est une coupe coronale d'une fracture. Et ce qui nous intéresse, c'est de faire une reconstruction tridimensionnelle. Pourquoi? Parce que le chirurgien devra reconstituer cette fracture. C'est comme un puzzle à 3 dimensions. Il y a plusieurs fragments. Et donc ici, c'est une fracture plus complexe du bassin. Et vous voyez ici, chaque couleur vous indique un fragment différent. C'est une tâche éminemment 3-dimensionnelle, à 3 dimensions. Et donc ici, on a un petit programme qui nous permet de manipuler. Ici, on a ce qui s'appelle une fracture simple, c'est-à-dire 2 morceaux. On voit comment est-ce qu'on fait ce qui s'appelle la réduction de la fracture, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut mettre ça en position, et une fois que ceci est fait, faire la planification de la fixation. La fixation, c'est comme dans la charpenterie, il faut mettre des vis et des plaques, et vous voyez ici la planification d'une plaque sur mesure à l'anatomie du patient et surtout à la façon de la réduction. D'accord? Donc, quel est le bénéfice ici? C'est qu'au moment de la chirurgie, le chirurgien a déjà les outils, il sait exactement quelles sont les vis, quelle est la longueur des vis, parce qu'il faut des vis qui ne sont pas trop longues ni trop courtes. Et comme ça, on a la certitude
de quand on rentre au bloc opératoire, les outils et la plaque est déjà faite. De nos jours, ceci est fait de façon de trial and error, et voilà, pendant la chirurgie, ça prend plus longtemps, et évidemment les résultats ne sont pas toujours idéaux. Un autre exemple pour l'exécution, donc on a planifié ça, évidemment il faut exécuter. Si on a un plan, et vous allez voir comment est-ce qu'on élabore un plan pour neurochirurgie, on a ici un exemple d'un petit robot qui est monté sur le crâne du patient avec 2 vis et qui fait qu'une seule chose, la trajectoire d'insertion pour faire une biopsie ou pour faire un traitement doit être très précise pour ne pas rentrer dans des vaisseaux sanguins. Ceci va être planifié. Et le petit robot, tout ce qu'il fait, c'est qu'il s'auto-positionne. Donc c'est un robot qui nous permet de savoir exactement quel va être l'axe, le point d'entrée et l'axe, et maintient cet axe. Quand on fait un trou dans le mur, ce qui est difficile, c'est évidemment de savoir où on commence et comment avoir un guide mécanique qui nous assure que l'axe est maintenu. Et c'est ce que ce petit robot fait. J'ai eu la chance de collaborer avec le professeur Moshe Shon du Technion, qui est un roboticien qui a développé ce petit robot. Et on a développé le logiciel qui fait l'idée, le logiciel qui fait ça, c'est un robot qui a été déjà utilisé sur des patients. Et c'est une compagnie qui a été vendue à Medtronic pour une somme très importante. C'est un exemple de, quand même, parfois, on peut faire une transférence de technologie à l'industrie. Finalement, il y a l'évaluation. Une fois qu'il y a eu le traitement qui a été fait, je prends l'exemple des suivis radiologiques de tumeurs. On peut faire ça sur le foie, les reins, les poumons, et aussi sur le cerveau, évidemment. On fait un traitement et on veut savoir qu'est-ce qui se passe après. Alors, le workflow est le suivant. Le baseline, c'est la ligne de base. La première image où on a fait le diagnostic et on a décidé le traitement. Après, il y a l'identification des tumeurs. Ça peut être de façon automatique ou semi-automatique. Et quelques mois après, comme vous voyez ici, c'est une image de suivi. Et comme vous voyez, les images peuvent être assez différentes. En plus, c'est pris dans un angle un peu différent. Et la comparaison est assez difficile. Il faut être assez expert. Et la reconstruction tridimensionnelle n'est pas nécessairement ce qu'on a besoin de faire. Il faut tout d'abord faire un recalage pour mettre dans le même système de coordonnées et identifier les tumeurs. Vous voyez ici en rouge les tumeurs qui existaient déjà, et ceux qui sont en vert, ce sont les métastases, c'est-à-dire comment ça a avancé. Et ce qui nous intéresse ici, c'est de faire la détection, et comme on avait fait avant, donner des paramètres, dire, bon, on a maintenant 5 masses de tumeurs, 5 métastases, et le volume total est un tel. Et comme ça, on peut faire de meilleures décisions sur le suivi. On peut faire des choses très similaires dans des tumeurs de cerveau. Les tumeurs de cerveau, c'est ici un exemple d'une tumeur qui s'appelle en anglais optic path glioma. C'est une tumeur sur les nerfs de la vision. Et on peut faire aussi un suivi. Qu'est-ce qui nous sert? Ça nous sert à faire une quantification des éléments différents de ce qu'on a ici sur la tumeur, parce que la tumeur n'est pas homogène, et sur, on voit un graphe qui nous montre quel est le développement de cette tumeur, le volume total et le volume de chacun des composantes, et comme ça on peut comprendre mieux comment est-ce que va cette progression. On a installé ce logiciel à des hôpitaux en Israël comme un prototype, et ils utilisent ça comme un outil de mesure pendant toutes les semaines. D'accord? Donc il y a un numéro assez important qui a été traité. Donc, si je résume cette partie, vous voyez bien que les modèles, et par modèle, ça peut être des modèles à 3 dimensions, ça peut être des modèles de décision ou d'identification, ils sont construits à partir des images médicales et ils peuvent être utiles dans une très grande variété de
scénarios cliniques. Ils sont toujours personnalisés. Pourquoi? Parce qu'ils viennent des images des patients. C'est-à-dire, c'est toujours à partir de ces images qu'on construit ça et on peut extraire beaucoup plus de données et d'informations. Ils augmentent les capacités des cliniciens. Vous avez vu que je n'ai jamais dit qu'on allait remplacer quelqu'un. C'est des outils de mesure ou des outils d'exécution qui sont plus précises. Et évidemment, la question est de savoir comment est-ce qu'on développe ces programmes et ces outils informatiques. Et c'est là que je viens au titre de la conférence, qui est l'intelligence artificielle. Alors, je vous explique dans un slide comment est-ce que ceci marche. C'est la programmation conventionnelle versus la programmation par intelligence artificielle. Et l'idée est la suivante. Comment est-ce que la programmation par intelligence artificielle est une programmation qui est basée sur beaucoup de données annotées. Et je vais vous expliquer comme ça. En programmation conventionnelle, ceux d'entre vous qui vous avez peut-être déjà fait de la programmation, il faut écrire des lignes de code, on comprend le problème, on identifie quels sont les paramètres manuellement, quels sont les paramètres qui sont intéressants, en général 5, 10, 15 paramètres, et on fait un code qui nous permet de répliquer ou de voir comment faire ce calcul. En contraste, la programmation par intelligence artificielle, ce qui s'appelle le deep learning, marche de façon très différente. On a beaucoup de données annotées. Vous voyez ici, dans ce cas des tumeurs, on a beaucoup de cas de patients où le tumeur a été annoté et a été identifié. On fait rentrer ça dans un réseau neuronal et ce qui se passe, c'est qu'il y a les poids dans ce réseau sont ajustés selon ce qu'on voit dans les images et en fait, on a une boîte qui est capable de prendre une nouvelle image et prendre une décision en base au modèle qui a été créé. Mais ce modèle n'est pas un modèle explicite, comme on a ici, mais c'est un modèle implicite. D'accord? Je ne vais pas expliquer les maths, mais en fait, le réseau a appris un moyen d'ajustement de poids de certaines valeurs des fonctions, comment faire cette décision. Donc, il y a une nouvelle image, on ne sait pas où est la tumeur, et en général, le calcul numérique dans ce réseau nous permet de savoir qu'il y a une tumeur qui est maligne de grade 2, par exemple. Donc, le réseau a appris à base d'exemples comment faire ça. Mais le réseau n'est pas... on peut pas savoir, on peut savoir quels sont les points, mais ce n'est pas interprétable du point de vue humain. Donc, il y a une boîte qui a vu suffisamment d'exemples et qui peut faire cette classification. C'est utile pour des tâches pour lesquelles nous ne savons pas comment exactement, quels sont les paramètres et quelles sont les relations. Donc, si on prend un exemple, si je veux faire un triage de nombres, et je vois ici des nombres, un algorithme très simple, c'est de prendre le numéro à gauche. S'il est plus petit que le numéro à droite, on le laisse comme ça, sinon on le revertit, et comme ça, on peut obtenir, si on répète cette opération, on peut obtenir la liste qui est faite. D'un autre côté, donc c'est un algorithme, on n'a pas besoin d'exemple, il y a une règle très claire. Si je vous donne des peintures et je vous demande est-ce que c'est un Van Gogh ou un Rembrandt ou un Monet ou un Manet, comment est-ce que quelles sont les règles pour savoir quelles sont les peintures? Et donc là, je ne sais pas quelles sont les règles. On peut essayer de faire ça, mais c'est très difficile. Là, c'est beaucoup mieux de prendre toutes les peintures de Monet, toutes les peintures de Van Gogh, on fait rentrer ça et le réseau apprend à faire une différence. Et on ne peut pas expliquer exactement quelles sont, mais le réseau peut faire ça très bien. Et donc, c'est ça le deep learning. Et donc, si on prend beaucoup d'exemples, on peut faire ça. Et c'est ça qui rentre, par exemple, dans la conduite autonome, le jeu de Go, etc. Et comme ça, on peut voir cette reconnaissance. Évidemment, il y a des problèmes là-dessus, mais vous allez écouter beaucoup sur ce sujet dans la presse, et même des histoires comme on n'a plus besoin de radiologues, c'est la fin de la radiologie, les ordinateurs vont tout faire. Évidemment, ce n'est pas le cas, parce que, comme je vous ai expliqué, il y a beaucoup à faire. Donc,
pour terminer, les perspectives. Vous voyez bien quel est le potentiel de la médecine digitale comme aide pour les cliniciens. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle étroite, c'est-à-dire si on peut définir très clairement une tâche très spécifique et donner des exemples sur cette tâche, on peut résoudre ça. Mais il y a des centaines, sinon des milliers de tâches comme ça, et donc ça ne va pas être très facile parce qu'il va falloir développer un réseau pour chacune de ces tâches. Donc c'est intelligent, mais dans un sens très étroit. Ça va faire il va y avoir un effet profond sans doute, parce qu'une expertise qui est surhumaine dans un domaine très étroit est intéressante, mais il y a évidemment des questions très intéressantes qui se posent. Par exemple, si on ne peut pas expliquer les résultats, on dit bon, ben, l'algorithme il fait ça, on ne peut pas vraiment vous expliquer pourquoi, parce qu'il a vu suffisamment d'exemples. Alors, ça, ce n'est pas nécessairement une explication que tout le monde peut accepter. Comment est-ce qu'on communique les résultats? Par exemple, il y a des boîtes commerciales qui mettent ça sur un réseau et le patient peut prendre son scanning, le mettre dans le programme et le programme vous fait un diagnostic. Mais il n'y a pas de clinicien au milieu, ça c'est dangereux. Ça, c'est pas éthique et il faut penser comment est-ce qu'on va communiquer ces résultats. Et aussi, qui va prendre les décisions du traitement, puisque maintenant, on a une coopération entre le médecin et le patient. Et comment on va valider ça de façon objective. Donc, pour terminer, développer des outils, c'est bien, mais des outils dans des mains qui ne sont pas expertes, ça ne sert pas à grand-chose, d'accord? Mais un bon outil reste toujours un bon outil. Merci beaucoup.